Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction, et nous allons parler logement social, neutralité carbone, avec un habitué du plateau de Bâti-Journal, Antoine Pagnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Et quelle est votre agence et racontez-nous un petit peu dans quel domaine vous intervenez. Alors l'agence s'appelle ASP Architecture, donc on est basé à Saint-Dié dans les Vosges. Grosso modo 90% de notre production est en bois, quasi la même chose passif, beaucoup de biosourcés et je dirais presque pour caricaturer, on commence à être un petit peu mal à l'aise avec les détails constructifs quand on se retrouve dans de la maçonnerie. On a vraiment une plus grosse facilité à traiter les opérations en bois et on s'est rendu compte, parce qu'on a eu une opération récemment où un maître d'ouvrage nous a imposé finalement d'être en maçonnerie, qu'on était maladroit avec ces techniques courantes. Voilà, donc une grosse spécialité bois et depuis longtemps. Hein. Oui, ça fait presque une vingtaine d'années là maintenant. Voilà. Alors j'ai envie de vous poser une question, c'est quoi de neuf quand on parle de logement social et alors neutralité carbone, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas d'impact carbone de la construction. Le neuf, c'est un petit peu l'actualité de la RE 2020 qui a apporté qui a mis la question évidemment sur la table, qui est son principal intérêt d'ailleurs d'avoir mis cette question sur la table. Et les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est comment construire de façon plus frugale au sens général du terme. C'est-à-dire que utiliser des bons matériaux, c'est bien, mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi à les utiliser de façon réfléchie, raisonnée et responsable. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin finalement que ce qu'impose aujourd'hui ou ce que va imposer la RE 2020 et qu'il faut réfléchir aussi à une autre manière de faire, même quand on parle de construction bois et biosourcée. Exactement. Et ce qu'il faut voir, c'est que la RE 2020, c'est ce que nous, on appelle la voiture balai. C'est-à-dire que c'est le minimum, c'est le strict minimum qu'il faut atteindre aujourd'hui. Et en aucun cas, ça peut être un objectif. Et je pense que quelqu'un qui se fixerait comme objectif d'être juste réglementaire prend des risques très très importants. Et donc, il faut aller évidemment bien au-delà. Pourquoi prend-il ces risques ? Parce que, notamment, la RE, elle est en rodage, on va dire. Elle commence à s'appliquer sur le logement pour après s'étendre aux autres typologies. Ceci étant, elle intègre aussi des imperfections, alors que ce soit sur la partie énergétique, puisque c'est l'héritière de la RT 2012, mais aussi sur le plan carbone, où il y a quelques incertitudes, notamment avec les fiches FDES, la constitution finalement, on va dire, d'un patrimoine, ou en tout cas d'une bibliothèque d'informations, et l'interprétation, par exemple, une mauvaise interprétation d'une fiche FDES, ou le remplacement d'un produit par un autre qui n'aurait pas une fiche FDES à jour pourrait mettre en péril, si on est juste limite. Si on est à la limite, ça peut mettre en péril. La variante entreprise peut mettre en péril s'il n'y a pas le... Et même de façon non maîtrisée. C'est-à-dire que des fois, on sait très bien, il y a des produits qui sont remplacés à l'identique, plus personne ne pense à ce qui était préconisé au départ, et on peut se retrouver avec des projets qui, au final, ne passent plus la réglementation. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que la réglementation, encore une fois, c'est le strict minimum, elle va évoluer, et c'est quand même assez dangereux de construire aujourd'hui des bâtiments qui seront obsolète dans 5 ans. Il y a quand même un... Oui, autant y aller fort tout de suite. Et je pense, oui. D'autant plus qu'on sait faire. On sait faire et on maîtrise économiquement. C'est-à-dire que finalement, on peut prendre l'exemple d'un bâtiment, de l'isolation d'un bâtiment. La différence entre mettre 15 cm d'isolant ou 20 ou 25 cm d'isolant, elle ne réside que sur le matériau. Par contre, si un jour on voulait réisoler, si on mettait que 15 cm d'isolant, là où il en faudrait 25, et qu'on veuille réisoler dans 5 ans, c'est impossible. Il faudra enlever les 15 et refaire. Donc ça coûterait, cet exemple à terme, plus cher. Voilà, autant faire bien tout de suite et passif donc, dans ce qui vous concerne. Et si possible, passif. Si possible, passif. Sur donc on a vu une réglementation qui est vraiment la limite basse, on va dire, de cet impact carbone, mais aussi ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'on réfléchisse à la frugalité, c'est un peu la sobriété, c'est les termes à la mode qu'on entend beaucoup en ce moment. Alors, mais au-delà d'une mode, comment on fait ? Alors, on se pose la question en fait d'utiliser des matériaux les moins transformés possibles, les plus simples possibles, mis en œuvre le plus simplement possible, et
avec réflexion. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le cas des bâtiments bois, puisqu'on est sur le forum bois, utiliser du bois qui permettrait d'avoir un bilan carbone le plus positif possible, c'est-à-dire en masse, utiliser massivement du bois, n'est pas forcément la bonne idée. Même si sur le papier et sur le calcul réglementaire, on va avoir un bilan qui va être très très positif, qui risquerait même de compenser une absence de réflexion qui serait faite sur les autres matériaux, sur l'utilisation de PVC, de béton de façon exagérée. C'est pas un bon signal. C'est pas un bon signal parce que la réalité du bilan carbone, c'est pas d'essayer d'être le plus positif possible, c'est pas d'essayer d'effacer de mauvaises pratiques. Voilà, on n'est pas dans la compensation, on est dans le zéro, quoi. C'est ça, on essaye d'utiliser finalement. Il faut avoir conscience simplement que construire, ça peut pas être, ça ne peut pas être complètement neutre. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'impacter le moins possible. On aura toujours un impact sur la planète. Oui, bien sûr. Il faut l'assumer. Et en l'assumant, on peut se dire, la seule chose que je peux faire, c'est essayer de le réduire. Et alors, déjà, je dirais, on a des problèmes de riches dans la filière parce que déjà le fait d'utiliser du bois, on est largement en avance sur beaucoup d'autres filières. Mais en plus, il faut continuer à progresser, et continuer à progresser, c'est réfléchir justement à en utiliser le moins possible. Alors on va voir, avec votre expérience, deux exemples projets, on va dire, et un retour d'expérience. Un bâtiment donc à Saint-Dié qui a 10 ans, et construit selon vos critères habituels, passif, bois, et un bâtiment que vous construisez actuellement toujours à Saint-Dié, même type de bâtiment. Il y en a un qui a un impact carbone. Alors celui d'aujourd'hui a un impact carbone plus faible. Expliquez-nous comment vous avez fait alors qu'on est à peu près dans la même typologie de bâtiment. Exactement, on est sur la même typologie. Ce qui sépare ces deux bâtiments, c'est 10 ans, 500 mètres, et on a le même nombre de logements, on a une conception bioclimatique, on est intégralement en structure bois, on est intégralement isolé en paille, on est labellisé passif, et par contre, dans le bâtiment d'il y a 10 ans, on avait utilisé 1000 m3 de bois. Et sur le bâtiment dont la construction va démarrer, on est à 600 m3 de bois. C'est-à-dire qu'il y a 40% d'économie sur la quantité de bois. Comment vous faites ? C'est quoi ? C'est de la conception ? C'est un autre mode constructif ? C'est-à-dire que vous passez peut-être du CLT à l'ossature ? Ou est-ce que vous êtes toujours dans le même mode constructif mais que vous l'optimisez ? Alors, la filière a pas mal évolué, donc les solutions techniques sont aujourd'hui encore un petit peu plus nombreuses et on les maîtrise encore un petit peu mieux. Donc en fait, on n'a pas remplacé un matériau, on a simplement déplacé et utilisé la mixité des matériaux. On avait il y a 10 ans un programme qui était finalement qui avait des fondations importantes permettant de transmettre les efforts de séisme aux fondations. On a un peu changé notre fusil d'épaule. On a opté cette fois-ci pour un noyau béton avec cage d'escalier et cage d'ascenseur qui va permettre donc de gérer la sismicité, les efforts sismiques, donc de rigidifier l'ensemble et puis de permettre d'alléger les façades. Là où on avait des façades en CLT, on va avoir des façades en ossature bois avec le remplissage paille. Donc le principal gain en termes de quantité est sur les façades. Et après, on a aussi, dans la conception même, en fait, on avait sur le bâtiment d'il y a 10 ans, on avait deux bâtiments, un premier de 8 étages et un second de 3 étages. Et là, aujourd'hui, on va être sur 11 étages bois d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'on a pris le petit de 3 étages, on l'a mis grosso modo au-dessus de celui qui était 8 étages. Et donc, on a un gain clair en termes de fondation, en termes de simplicité aussi des parois. Donc la compacité vous permet, c'est une forme de compacité, c'est exactement ça. Vous permet aussi d'aller plus loin dans la neutralité carbone. Alors un bâtiment comme celui-ci, est-ce qu'on peut dire qu'il est neutre en carbone dans les calculs que vous avez faits ? Théoriquement, il est largement positif. Les deux sont largement positifs en carbone parce que justement, il y a une quantité de bois très très importante et qu'en plus de ça, tous les efforts sont faits pour utiliser des biosourcés en termes d'isolants puisqu'on a de la paille, de la ouate de cellulose en toiture. Donc on a que des composants qui sont vertueux. Donc on a un bilan carbone qui est très très positif. Ceci étant, on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'impact. Il impacte forcément son environnement urbain, son environnement architectural. Il impacte le paysage et donc ça nécessite d'être responsable. On part à Grenoble.
à Grenoble, une autre approche peut-être. Oui, comment vous avez travaillé là-bas et de quoi s'agit-il? Le programme de Grenoble, finalement, il se situe exactement entre ces deux programmes. Et il est un petit peu plus important puisqu'il est grosso modo le double de logements. On est à 56 logements. Et là, on a travaillé déjà la mixité avec une cage d'ascenseur et d'escalier qui était également en béton, et aussi de la mixité avec des structures métalliques mélangées avec des structures bois. Ça nous a déjà permis de faire, alors avec une contrainte, par contre, particulière à Grenoble, c'est qu'on est en zone sismique 3 à Saint-Dié, ce qui est déjà, et sur les Vosges en général, ce qui est assez compliqué. Et là, on passe en zone sismique 4 à Grenoble, donc avec des efforts au séisme qui sont très importants. Plus importants. Ouais, qui sont... comment dirais-je, décisif en termes de structure. Ce sont ces efforts-là qui dimensionnent la structure finalement, plus que la statique et plus que l'incendie. Et donc, on avait déjà testé avec les équipes d'ingénieurs qui ont fait plein de simulations la mixité, c'est-à-dire d'utiliser des poutres métalliques en remplacement de certaines parois bois. Justement en se posant la question du carbone, en se disant ok, on va utiliser du métal, mais on va utiliser une quantité de métal qui est très très faible, qui remplace une quantité de bois qui, elle, serait très importante. C'est plus important. Voilà. Et là, à Grenoble, pardon, on avait déjà, donc, on est à 1500 mètres cubes de bois au total. Ce qui, si on reprend l'exemple d'il y a 10 ans à Saint-Dié, on était à 1000 mètres cubes de bois pour 26 logements. Là, on est à 1500 alors qu'on aurait dû être à 2000. Donc, on avait déjà un gain de 25% en termes de quantité de bois utilisé. Voilà. Donc, ce que je ressors un peu de notre conversation, c'est vraiment la frugalité, c'est important, et y compris lorsqu'on travaille avec le bois. C'est-à-dire, méfions-nous de l'effet rebond qui voudrait que parce qu'on est avec un matériau qui est plus vertueux sur le papier, et ben finalement de dépenser sans compter. Exactement, c'est le bon mot, de dépenser sans compter. C'est-à-dire qu'on aura le retour de bâton qui sera un retour de bâton économique qui, de toute façon, essayer d'effacer du carbone en utilisant du bois en grosse quantité va faire qu'à un moment donné, on va déséquilibrer les budgets. Alors, surtout en ce moment, en cette période où il y a pas mal d'incertitudes sur le coût de la construction. Le coût de la construction et des matériaux. Je pense que là, justement, la frugalité, c'est-à-dire d'aller au strict minimum, d'essayer d'aller au strict minimum nécessaire. Il y a une vraie logique économique derrière. Voilà, il n'y a pas qu'une logique environnementale dans la frugalité, il y a une logique économique. Évidemment. Ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal, donc nous parler de votre expérience et puis vraiment de la manière dont on peut travailler l'impact carbone des constructions bois et le faire diminuer. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV, bien sûr, sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à bientôt, beaucoup. Donc à une prochaine. Avec plaisir.